Et donc maintenant, je cède la parole à Christian, qui va nous parler de ses propos et récits qu'il a édités chez Gallimard en novembre dernier, et qui sont la transcription donc, des fameux enregistrements radiophoniques effectués en octobre 1954 par Tao Samrouche. Édité 2 fois en CD, chez Fondoria Nuva, mais ça doit être épuisé, et je pense que c'est toujours disponible chez Frémaux, sous le label de Frémaux et Associés. Voilà. Alors, Christian, j'ose pas le présenter. Il est vice-président de l'association des Amis de Giono, mais président de l'Amitié Bosco. Il a été aussi président de son université, des professeurs émérites de l'université d'Artois. Émérite, ça veut dire retraité. Hein. Non, ça veut dire qu'il a encore le droit d'être dans un jury de thèse. et de suivre encore quelques travaux. Voilà. Et puis, Ramu, Bosco, Giono, ce sont ces trois grands auteurs. Il a participé à la Pléiade de Ramu. Je ne parle pas de ses travaux sur Giono, puisque c'était même le sujet de sa thèse, Jean Lebleu. Entre guillemets, c'est notre spécialiste des enfances de Giono. Et c'est lui qui ouvre les rencontres de 2021. Voilà. Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous dire le plaisir à me trouver parmi vous, à vous retrouver toutes et tous. Ça fait chaud au cœur après cette année difficile, compliquée, douloureuse pour bon nombre d'entre nous. Je crois qu'il est important effectivement que cette année nous bravions un certain nombre de risques, je ne dis pas d'interdits, surtout pas, pour nous retrouver et célébrer notre amitié et puis célébrer Giono. Je suis très sensible à la présence de Sylvie Giono ce matin, qui m'a promis d'écouter. Merci Sylvie. Et puis à celle de Sandra Faure, donc notre vice-présidente à la culture, à la DLVA. Je tiens d'ailleurs à vous demander presque en nom collectif de remercier, de féliciter toute l'équipe qui, dans des conditions très difficiles cette année, qu'il s'agisse des bénévoles de l'association, mais de toute l'équipe du centre Giono et de la DLVA. Oui, donc il me revient de vous présenter ce matin cette transcription des propos et récits qui sont l'édition attendue depuis, je crois, longtemps et qui nous manquait, des entretiens improvisés que Jean Giono avait accordés à Marguerite Taos, Marie-Louise Amrouche. Il faudra que nous nous mettions d'accord sur ces différents prénoms, j'en dirai un mot. En 1954, donc, et qui ont été diffusés à la radiodiffusion française en 1955. Je remercie tout de suite et très particulièrement Sylvie, dont la libéralité nous a permis d'éditer, de transcrire et d'éditer ces entretiens, et la succession Laurence Bourdil, qui, elle aussi, nous a accordé ce droit de transcription. Alors vous le savez sans doute, parmi les écrivains de sa génération, Giono est sans doute l'un de ceux qui a accordé le plus d'interviews, d'entretiens, et aussi d'ailleurs l'un de ceux qui ont été le plus photographiés et filmés, comme en témoigne dans la dernière livraison de notre revue Giono. Vous l'avez peut-être vu, l'encart iconographique plutôt qui lui est consacré. Au milieu donc de cette dernière livraison, le volume 14, déjà, numéro 14, Jacques, de notre 14 ans, déjà, oui, et 15e édition de nos rencontres. Et je vous renvoie aussi à la belle étude qui a été faite par Annabelle Marion, des différents portraits photographiques de Giono et de leur évolution au fil de sa carrière, de ce que nous appellerions aujourd'hui peut-être la gestion par l'écrivain de son image publique. Je crois que la qualité photogénique de Giono expliquait en partie le succès des reportages photographiques et télévisuels qui lui étaient consacrés, tout comme
pour la radio la chaleur, la qualité de sa voix, son art de la conversation aussi, et ses talents de conteur, qui sont sans doute pour beaucoup dans la faveur dont il a bénéficié dans les médias, radio et télédiffusés de l'époque. Vous vous souvenez, on parle de la RTF de l'époque, de la radio-télévision française, et spécialement dans les années 50, dont je vais en particulier parler, puisque ces propos et récits datent de 54, je l'ai dit, et surtout les années 60, où ces médias, radio et télévision, se développent considérablement et conquièrent une audience considérable, et où le grand entretien littéraire devient, à la radio d'abord, puis à la télévision, un genre noble, un genre prisé, auquel non seulement des journalistes, mais de grands critiques littéraires et même des écrivains vont se livrer. Rien que dans les années 1960-68, on va s'arrêter là, bien sûr, et pour nous limiter aux seuls médias nationaux de l'époque, Giono est ainsi sollicité pour de longs entretiens, au minimum une demi-heure, quelquefois plusieurs heures, par la radio, par la télévision, réalisés par, je ne vais citer que les plus connus, Louis Poels, dans une émission qui s'appelait En français dans le texte, en 59, François Chalais, Pierre Dumayet, lecture pour tous de l'époque, Jean-Pierre Cuny, José Pivin, la belle émission Tous les plaisirs du jour, Roger Stéphane, Claude Santelli, La nuit écoute, Jean Dutour, en toutes lettres, une émission de décembre 68, Harry Portnoy, diffusée sur France Culture en 65, Pierre Lost, Une heure avec, donc Jean Giono en l'occurrence, jusqu'au tout dernier entretien, à ma connaissance, réalisé un an avant la mort de Giono par Maggie Roubaud, à la rencontre de Jean Giono. C'est peut-être aussi un entretien qui mériterait d'être transcrit, réalisé le 25 octobre 1969, donc presque un an avant la mort de Giono. Et je ne regarde d'oublier, bien sûr, la grande émission réalisée toujours pour la radio par Jean Carrière sous le titre Du côté de Manosque, avec plus de 2 heures d'entretien tout à fait exceptionnel avec l'écrivain. Voilà pour la décennie 60. Dans la décennie précédente, celle des années 50, donc, et alors que Giono était en phase de reconquête d'une nouvelle audience et d'une nouvelle envergure d'écrivains après les avanies de la Seconde Guerre mondiale, c'est un autre maître de l'interview littéraire, lui aussi écrivain, mais surtout critique et homme de radio, Jean Amrouche, qui, le premier, va consacrer à Giono l'une de ses grandes séries d'entretiens littéraires radio, diffusées donc par la RTF de l'époque, sous forme de feuilleton, pourrions-nous dire, en 22 épisodes de 20 minutes chacun, enregistrés à l'été 1952, donc sous le titre « Rencontre avec Jean Giono ». Vous connaissez, je pense, ces entretiens qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une transcription par Henri Godard à l'époque, en 1990, je crois, et publiée par Gallimard, là aussi. Et à l'époque, donc aux côtés de Jean Amrouche, qui venait d'ailleurs de réaliser avec Gide et avec Claudel de semblables entretiens au long cours, pourrions-nous dire, aux côtés de Jean Amrouche, donc, se trouve la sœur de celui-ci, Taos Amrouche, qui avait imposé, pourrions-nous dire, sa participation du fait que, connaissant déjà Giono depuis 1945 environ, elle s'était entremise auprès de lui pour obtenir ses entretiens. Toutefois, sa présence lors de cette première série d'entretiens, donc présence un peu encombrante, voire envahissante lors des enregistrements, ces réactions parfois un peu naïves, ces exclamations, ces interventions un peu intempestives, ne tardent pas à provoquer une brouille entre le frère et la sœur, entre Jean et Taos, et par provoquer aussi les protestations de Giono, en particulier à l'égard du ton adorateur qu'elle emploie à l'égard de l'écrivain et qui lui sera reproché
Voilà donc qui finit par causer la brouille entre le frère et la sœur et par importuner Giono, qui s'en plaint de façon assez sévère auprès de Jean Amrouche dans une lettre datée de février 53, à l'issue donc des enregistrements, mais alors que les premiers épisodes sont diffusés, et donc que Giono entend des réactions, des commentaires sur ces premiers épisodes diffusés. Et dans cette lettre, Giono insiste très fortement pour que soient supprimées, elles ne le seront pas, certaines des interventions de Taos, ainsi que les lectures d'extraits de ces textes qui ne lui convenaient pas. Et il critique d'ailleurs aussi, mais ça c'est un grand classique, l'illustration musicale qui avait été choisie pour accompagner ces émissions. Nous avons d'ailleurs publié cette lettre très, très, très sévère dans le numéro 4 de notre revue, effectivement, en marge d'un carnet de travail des années 53 de Giono. J'en viens donc à cette autre série d'entretiens. Il semblait donc, à l'issue de cette première série, semblait donc exclu pour Giono de renouveler l'expérience de ces entretiens avec le couple Amrouche et a fortiori avec la seule Taos, personnalité attachante mais exaltée, difficilement contrôlable, et qui s'était prise pour Giono d'une passion assez exubérante. Outre d'être la sœur donc, de Jean Amrouche, Taos, donc son nom arabe, désignant l'oiseau le paon, berbère, excusez-moi, désignant le paon, l'oiseau le paon, alias Marguerite ou Marie-Louise pour ses prénoms chrétiens, était née en 1913 en Algérie. C'était une chanteuse traditionnelle berbère talentueuse, très renommée, effectivement, interprète du folklore berbère de Kabylie, comme sa propre mère avant elle. Elle s'était installée en France à son mariage avec le peintre Bourdil, André Bourdil, qui sera aussi d'ailleurs, c'est pas indifférent de le noter, le producteur de radio, et notamment de cette série d'entretiens dont je vous parle aujourd'hui, c'est Propos et récits. Propos et récits qu'elle était parvenue à convaincre Giono d'accepter d'enregistrer à nouveau, malgré le contentieux de la précédente série, et en sa seule compagnie à elle, donc 2 ans plus tard, en 1954. Et ce sont ces entretiens beaucoup moins connus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas été transcrits, justement, mais tout aussi savoureux, je crois, que les entretiens de 52, donc ces conversations improvisées que l'écrivain accorde à la seule Taos et qui, je le répète, n'avait jamais été retranscrit ni publié, à l'exception quand même de 2 extraits que nous avions publiés, l'un dans nos anciens bulletins de l'Association des Amis de Jean Giono, et c'était l'extrait consacré à ce fait divers de l'assassinat de l'ermite de Saint-Pancrace. Et puis, plus récemment, dans l'un de nos premiers numéros de la revue Giono, l'histoire des 2 frères, dont je reparlerai un peu après. Et donc, cette nouvelle série d'entretiens, j'en rappelle l'intitulé complet, il est important, Propos et récits, 25 entretiens improvisés de Jean Giono avec Marguerite Taos, donc enregistrés du 8 au 25 octobre 1954 et diffusés par la RTF, la radiodiffusion télévision française, du 6 janvier au 30 juin 1955, donc quelques mois plus tard, à raison d'une émission de 20 minutes approximativement environ par semaine, c'est-à-dire, faites le compte avec moi, plus de 8 heures d'entretien avec Giono. Alors, si l'on en croit au tout début de ces entretiens, la déclaration préalable de Taos Amrouche, qui avait été, je crois, dûment chapitrée par Giono, je relis ce premier passage. « Et voici le grand jour arrivé, dit Taos Amrouche, je suis à Manosque, en face de vous, cher Giono, dans ce bureau où rien n'a changé. » Rien n'a changé, bien sûr, par rapport à la précédente série d'émissions 2 années plus tard. Donc, si l'on en croit cette déclaration, l'enregistrement de ces conversations
aurait eu lieu au Paraïs même, mais plusieurs témoignages attestent que certaines de ces conversations, certains de ces entretiens, ont en fait été enregistrés au château de Roquefort-la-Bédoule, près d'Aubagne, chez Romée et Éliane de Villeneuve, des amis de longue date de Giono. Vous vous souvenez peut-être que c'est au marquis Romée de Villeneuve que l'on doit l'un des premiers essais sur l'œuvre de Jean Giono, intitulé, je crois, Jean Giono, ce solitaire, paru en 1955 aux éditions universelles. Et Taos Amrouche elle-même, dans le journal édité à titre posthume par sa fille, Laurence Bourdil, sous le titre Carnets intimes, en 2014, je crois, chez Joël Losfeld, rend compte assez précisément, mais pour ainsi dire en creux dans son journal, de la tenue de ces entretiens sur fond de relations difficiles avec Giono. On trouvera ces passages donc, dans la première partie du carnet numéro 2 de ces carnets intimes, qui couvrent très précisément la période datée de Roquefort, la Bédoule, du 2 au 29 octobre 1954, où elle était, elle aussi, hébergée au château des Villeneuve. On peut bien sûr se demander pourquoi Giono, après les reproches rétrospectifs très sévères qu'il avait adressés à ses intervieweurs de 1952, Jean Amrouche, mais aussi et surtout Taos, on peut se demander pourquoi finalement il consent à une nouvelle série d'entretiens, et avec la seule Taos. Sans doute l'écrivain, qui a 60 ans à l'époque, n'était-il pas insensible au charme de son interlocutrice. Taos a 1913, donc 42 ans à l'époque. C'est une beauté méditerranéenne rayonnante. C'est une personnalité ardente, attachante. Elle se piquait, elle aussi d'ailleurs, de littérature. Hein. Elle avait publié quelques années auparavant, en 1947, chez Charlot à Alger, son premier roman, Jacinthe Noire. Et elle sollicitait régulièrement et avec insistance Giono pour qu'il lise et qu'il lui donne son avis sur ce qu'elle était en train d'écrire, notamment ce qui sera son deuxième roman, L'amant imaginaire. Giono la connaissait donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il avait même aidé financièrement le couple Bourdil, donc André Bourdil et Taos Amrouche, et leur petite fille, Laurence, à partir de 1948, sans doute avec sa générosité habituelle, sa fameuse générosité hémorragique. Giono se sentait-il en situation de pouvoir les aider encore, à un moment où le couple Bourdil traversait, semble-t-il, une passe financière en particulier difficile. Et cette nouvelle série d'émissions radiophoniques allait pouvoir les renflouer financièrement, et je dirais les remettre en selle auprès des producteurs de radio, dont dépendait à la fois l'activité d'André Bourdil et la notoriété artistique de son épouse Taos en France. Je me fonde là sur ces extraits, pour avancer cela, sur les extraits des carnets intimes de Taos Amrouche, qu'il faut prendre bien sûr avec un certain nombre de précautions. De surcroît, on peut penser que Giono était bien conscient que Taos s'était senti légitimement dépossédé de la première série d'émissions radiophoniques. Son frère Jean, qu'elle avait introduit auprès de Giono pour obtenir ces entretiens, son frère Jean l'ayant progressivement évincé du micro. Et donc, cette nouvelle série d'entretiens de 1954 serait donc sa revanche à elle. Mais Giono l'avait, je le répète, dûment chapitré. Plus question en particulier de l'interroger sur sa vie et sur son œuvre. La consigne était, et nous l'entendrons dans les premiers entretiens, de raconter librement ses souvenirs et aussi ses histoires que Giono improvise pour tous ceux qui ont le privilège de l'entendre le soir quand il fume sa petite pipe. C'est un extrait du premier entretien.
Vous en jugerez si vous lisez cet ouvrage et simplement à l'audition tout à l'heure des premiers extraits. Il y aura loin de cette consigne au contenu des entretiens. D'abord parce que Giono n'a pas besoin d'être sollicité par personne pour s'épancher sur lui-même, sur son enfance en particulier, sur laquelle il revient longuement, mais aussi sur ses voyages contemporains des années 50 en Italie notamment, sur ses grands-pères paternels et maternels, et même, contrairement à ce qu'il avait exigé, parler de ses œuvres, notamment le cycle du Hussard, dans lequel il est engagé à l'époque, en particulier le Bonheur fou. Mais c'est vrai, la majeure partie de ces entretiens consistera en effet en petites histoires, comme il le dit lui-même, avec beaucoup de modestie, petites histoires que Giono prétend inventer sur le moment même, tout à trac, pour le plaisir donc de ses auditeurs, et, dit-il, en se servant de ses souvenirs d'enfance, soit en se servant aussi des observations qu'il a faites à travers la campagne ou dans ses promenades avec les gens d'ici. Voilà ce qu'il dit donc dans le dernier entretien. Et bien sûr, ces petites histoires, c'est un exercice dans lequel notre menteur magnifique, et le terme n'a rien de désobligeant, au contraire, ce menteur magnifique excelle à ces petites histoires, en particulier face à une interlocutrice qui est conquise d'avance, et devant qui il va donc reprendre un certain nombre d'histoires qu'il avait déjà écrites dans certains cas, mais en improviser d'autres. Et dans le premier extrait que je vous propose d'entendre maintenant, vous allez entendre comment la naïve Taos, effectivement, se laisse prendre très souvent à ce que nous appelons l'illusion référentielle, c'est-à-dire qu'elle y croit vraiment et elle va demander des précisions qui embarrassent Giono, parce que elle demande par exemple à Giono le nom des personnages. Et Giono les rebaptise à mesure qu'il les invente, bien évidemment. Et Taos va lui demander, mais à un certain moment, vous ne m'avez pas dit qu'il s'appelait plutôt Ernest? Oui, Ernest ou Jules, ça n'a pas d'importance. Taos lui demande l'âge des personnages. Et Giono n'en a rien à faire, effectivement. Elle lui demande les endroits où se passe l'histoire. Et Giono, bien sûr, brouille à l'envi. Je vous propose tout d'abord ce premier extrait. Je remercie Bruno qui est à la régie et aussi Stéphane qui est à la caméra. Bruno, si tu veux bien envoyer ce premier extrait. Il s'agit du 6e entretien qui va nous plonger dans l'ambiance de la rue Grande à Manosque. Giono parle plutôt de la Grande Rue à l'époque. Aujourd'hui, nous la désignons sous le nom de rue Grande. Quand tu veux, Bruno. Il y avait par exemple, on voyait descendre parfois dans la rue un personnage qui portait beau, qui avait une petite barbiche noire, toujours extrêmement soignée. Il ressemblait à un petit condottiere italien. Il avait un peu de ventre, toujours des culottes de cheval et des bottes. Il s'appelait comment celui-là? Je veux simplement le décrire. Il avait des bottes, et des bottes qui craquaient. Il venait acheter chez mon père, qui était cordonnier, de la poudre spéciale pour faire craquer les chaussures. D'ordinaire, moi, quand j'ai des chaussures qui craquent, ça m'ennuie. Oui, c'est un grand ennui, oui. Oui, et bien lui voulait des chaussures qui craquent. Et alors, il descendait la Grande Rue, toujours vers les 2 heures de l'après-midi, au moment où on n'avait pas encore repris le travail, où on regardait un peu ce qui se passait dans la rue. Alors, on le voyait déboucher là-haut de la place Saint-Sauveur, et il descendait, très noble, en se dandinant un peu et en faisant craquer ses bottes. Il n'était jamais monté à cheval, il n'était même jamais monté à bicyclette, il n'y avait pas beaucoup de bicyclettes à ce temps-là. Non, il passait son temps assis dans son bureau, où il comptait les ballots de chiffon qu'on venait apporter. Il passait le reste de son temps assis à la terrasse d'un café où il était en train de faire sa partie de cartes. Mais pour faire le va-et-vient entre le bureau et la partie de cartes, il mettait des bottes. Qui craquait. Il mettait des bottes et il les faisait craquer. C'était véritablement un très bel homme. Quelquefois, pour justifier le port de ses bottes, il faisait quelques parties de chasse. Mais c'était très rare, parce que de toute façon, il n'aimait pas beaucoup se fatiguer, il se promenait, et c'était un homme extrêmement correct, c'était un homme extrêmement gentil, sur lequel il n'y avait rien à dire, mais le voyant si coquet, si frisqué, si en train de se faire avoir, si coq de rue, que C'est joli, toutes ces femmes
toutes les femmes qui le voyaient passer imaginaient des quantités d'intrigues avec des quantités de femmes que ce pauvre monsieur ne connaissait absolument pas. On lui prêtait comme ça toutes sortes d'aventures, au fond. Mais on les lui prêtait toutes. C'est bien simple, on les lui prêtait toutes. On lui prêtait même les aventures que Justinien prenait à son propre compte. Oh. D'ailleurs, là, je dois faire une petite parenthèse. D'ailleurs, la bonne amie de Justinien était une... Adèle, c'était Adèle? Oui, Adèle. C'était la fille d'un maçon qui habitait au-dessus des remparts et qui avait une maison assez curieuse, assez étrange. Cette maison avait été creusée, pourrait-on dire, dans l'épaisseur même des remparts du pays. Elle ne prenait jour sur le boulevard que par de petites fenêtres, de petites meurtrières très étroites. Et de temps en temps, à cette meurtrière, on voyait s'encadrer le visage d'Adèle, qui était un visage blanc, parce qu'à l'époque, la blancheur était synonyme de beauté. On ne cherchait pas à se faire brunir, au contraire, on portait des ombrelles, et on avait ce qui pouvait passer pour les instituts de beauté de l'époque, ou en tout cas les marchands de parfums et les marchands de crèmes, au lieu de vendre des crèmes à brunir, vendaient des crèmes à blanchir. On voyait s'encadrer donc dans les petites fenêtres du rempart le visage aigu aux yeux vifs d'Adèle. Les blanches comme Les lys. blanches comme lys, et qui avait eu des quantités d'aventures au moment même où sa mère étant morte, elle était restée sous la surveillance seule de son père, qui était un brave garçon, un brave homme un peu lourdeau, qui construisait des maisons en biais. En biais? Il construisait des maisons en biais parce que ce maçon, qui était cependant passionné de son métier, ignorait l'usage du fil à plomb et qui construisait ses murs au coup d'œil. Or, le coup d'œil, c'était un peu embêtant car il était louche. Alors, il mettait les pierres les unes sur les autres, seulement à la fin de la journée, ça avait pris un petit biais. Alors, il l'ouvrier, et lui disait, Ernest, regarde un peu ce mur-là, qu'est-ce que tu en dis de ce mur? Ernest, qu'on appelait Ernest, qui s'appelait pas Ernest, il s'appelait pas Ernest, il s'appelait Achille. Et il était italien, il s'appelait Achille. Et alors, il lui disait, Ernest, regarde un peu ce mur, qu'est-ce que tu en dis? Et il disait Achille, ce mur, il se casse un peu la gueule. Il se casse un peu la gueule. Et il dit, oui, là, il fait un peu le ventre, vous voyez, il fait un peu le ventre, seulement c'est sec. Et il dit, alors, Ernest lui dit, écoute, reprends-le-moi, hein, tu me le reprends un peu, tu le montes un peu plus droit. Alors, Ernest remontait le mur tout droit, et après, le lendemain, le maçon s'y remettait encore, et ça recommençait. De nouveau, évidemment, Alors, il construisait les maisons un peu en biais. Elles étaient solides, et il y en a encore beaucoup de maisons qu'il a construites ici. Ce brave maçon, quand il a été veuf... Le père d'Adèle. Le père d'Adèle, oui, il s'est trouvé avec ses deux fils, avec Adèle, qui était une espèce de petite chèvre difficile à tenir, qui commençait, elle n'était pas très... Quand elle avait perdu sa mère, elle n'était pas très âgée, mais elle commençait à sentir un peu, comme on dit chez nous, à s'en occuper. Elle courait d'un côté et de l'autre pour faire des petites histoires. Et il restait seul avec Adèle et le frère. Le frère était une espèce de grande flamberge un peu lente. Il ne savait pas très bien de quelle façon se tenir dans la vie. Alors, de temps en temps, il mettait son bras droit derrière son dos et il faisait quelques pas. Mais à ce moment-là, on sentait qu'il avait été pris d'une espèce de remords. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait ce bras derrière mon dos, ce bras droit? Alors il le ramenait devant. Mais il n'avait pas pu le ramener devant, il mettait le gauche. Et puis alors, il passait toute sa journée à faire ça. Et il ne pouvait pas travailler parce qu'il y avait toujours un bras qui était derrière. C'était pas possible. Son père construisait les murs pas d'aplomb, mais lui, il ne construisait pas de mur du tout. On ne pouvait pas dire que son mur était en biais. Alors, celui-là, le brave maçon avait été très embêté pour le placer. Et il s'était dit, qu'est-ce que j'en fais? Alors, à ce moment-là, on commençait d'ailleurs à mettre à Manosque le chauffage central dans les maisons. Vous savez, alors, on voyait passer le plombier et des longs tuyaux et une machine pour tordre les tuyaux. On tordait les tuyaux avec une machine, ça s'installait devant la maison où on mettait le chauffage central, on tordait les tuyaux avec les machines et on montait ces tuyaux dans la maison tout tordus. Alors, le maçon s'était dit, qui sait, je vais peut-être pouvoir mettre le fils, là. Ouais, Landré, je vais peut-être le mettre là, peut-être que pour tordre les tuyaux, avec un bras, ça suffit. Mais ça n'avait pas marché. Finalement, il avait trouvé sa place, on l'avait collé à la ferme du Valgas, où il servait de fantôme.
Et l'histoire du fantôme, c'est la suite, mais l'extrait était déjà un peu long, même s'il était tout à fait savoureux. Vous imaginez le plaisir que j'ai pu prendre à transcrire, bien sûr, ces entretiens. Enfin, vous avez surtout entendu, je pense, dans ce premier extrait, tout le talent de Giono, conteur, et Giono romancier, c'est la même chose. Finalement, il invente, et il invente systématiquement à côté de la réalité, hein, comme il le dit. Vous avez noté d'ailleurs peut-être l'utilisation qu'il fait, c'est assez étonnant dans ses entretiens, du mot personnage. Et ce terme de personnage, pour lui, il désigne aussi bien un être réel, quelqu'un qui lui a rendu visite, par exemple, dans son bureau, que le protagoniste d'une de ces histoires. Et finalement, pour lui, l'un n'est pas plus réel que l'autre. Alors, il peut s'appeler Ernest, Jules, André, ça n'a pas d'importance, hein. En même temps, vous avez peut-être aussi entendu la façon dont il était, à partir des interventions de Taos, extrêmement conscient de la fabulation à laquelle il se livre dans ses histoires. Et Taos lui fait d'ailleurs remarquer à plusieurs reprises ce goût de l'exagération, de la démesure. J'ai pu, en transcrivant ces entretiens, me rendre compte que l'adverbe qui apparaissait le plus souvent, c'était l'adverbe « extraordinairement », employé par Giono 27 fois, ce qui veut bien dire effectivement qu'il est aussi conscient de cette démesure, hein. Et je voudrais maintenant, avant de vous faire entendre d'autres extraits peut-être un peu plus brefs, effectivement, vous dire à quel point il y a à la fois dans ces entretiens du nouveau, des choses que nous n'avions jamais lues, entendues, etc., vous en avez eu un aperçu, et aussi des choses que l'on retrouve sous une lumière quelquefois un peu différente. Et je crois que le lecteur de Giono va justement retrouver dans ces entretiens à la fois des échos de personnages, mais aussi de récits qui figurent dans des œuvres antérieures, bien sûr, ou, c'est encore plus intéressant, des œuvres postérieures à ces entretiens, des œuvres à venir, finalement. Alors, on n'est pas surpris de retrouver, vous l'avez entendu, des protagonistes de Jean Le Bleu, l'autobiographie romancée de l'enfance de Giono, publiée en 1932, gravitant en particulier autour de cette rue Grande, dans une lumière un peu différente. Il y a encore cette lumière tendre et sentimentale que Jacques évoquait tout à l'heure en introduction, mais aussi une lumière un peu plus dure, un peu plus sarcastique et assez ironique, telle qu'il la désigne dans le quatrième entretien, à l'occasion du récit que vous avez peut-être lu naguère dans notre bulletin de l'assassinat de l'ermite de Saint-Pancrace, hein. Vous le connaissez sans doute davantage, donc j'ai préféré ne pas vous le faire entendre à nouveau. Mais on a vraiment l'impression que, comme dans le cas des chroniques romanesques dont il rédige la préface en 62, on a l'impression que Giono est en train de composer justement les chroniques de tout le passé d'anecdotes et de souvenirs, d'une enfance et d'une jeunesse manosquine qu'il revisite, bien sûr, c'est-à-dire qu'il réinterprète et qu'il réinvente. Et dans cette même atmosphère très, très exaltée de la grande rue de Manosque, qui est, comme il le dit dans une belle formule, une espèce de lieu géométrique de passions extraordinaires. C'est ce qu'il dit dans le 5e entretien. On va aussi retrouver un autre personnage dont on va entendre le récit. C'est une sorte de double du personnage de González dans Jean le Bleu. Vous vous souvenez du cabaretier mexicain dans Jean le Bleu, hein, González. Ici, vous allez l'entendre, le personnage est un peu modifié. D'abord, il est espagnol, il s'appelle Carmin, pas Carmen, comme veut dire Taos Amrouche, Carmin, la reprend Giono. C'est un Espagnol et il est le tenancier très généreux du Tonneau, un cabaret pour ivrognes tristes, comme le dit Giono, qu'il va mettre en scène à plusieurs reprises. Bruno, s'il te plaît, c'est le 2e extrait, donc l'histoire de Carmin et de Victorine. Et cher Giono, je ne sais si vous serez en humeur ce soir de me terminer l'histoire de Carmin. Ah, l'histoire de Carmin, bien sûr. L'histoire du tonneau. Oui, vous savez, là où sûr. l'on s'enivrait, enfin, c'est où les ivrognes tristes aimaient venir s'enivrer pour le bonheur et le plaisir de s'enivrer. Oui, le tonneau lui-même n'avait pas beaucoup d'histoire, c'était surtout Carmin qui était intéressant.
Charles Quint. Charles Quint. Et non, c'est... Celui qui se prenait pour Charles Quint, comme dites-vous tous les Espagnols, non? Voilà, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas dire le personnifier en disant qu'il se prenait pour Charles Quint, car je crois, je ne connais pas beaucoup les Espagnols, mais je crois qu'ils sont à peu près tous de la même qualité. Ils se prennent un peu tous pour Charles Quint. Non, ils ont le sens de la grandeur. Oui, j'ai eu, pendant la guerre de 14, un ami qui était espagnol et qui était engagé volontaire, et qui lui aussi se prenait pour Charles Quint. Et au lieu de Carmen, qui était gras, celui-là, évidemment, comme vous me dites, était maigre, mais il se prenait également pour Charles Quint. Mais c'est très sympathique, en tout cas. C'est extrêmement sympathique. C'est très, très beau. Et c'était sympathique et c'était très beau pour la Grand Rue telle qu'elle était à ce moment-là, car j'ai oublié de vous dire, ou plutôt j'ai attendu que l'histoire me permette de le dire, au-dessus de la boulangerie où nous avons vu le personnage qui a parlé, qui a dit avoir vu les assassins du frère, au-dessus du bazar de Madame Libéra, au-dessus de la boutique de ma mère, au-dessus de la boutique de la boucherie, de la bouchère dont je vous ai parlé, et de l'épicerie d'Herménégilde, et du tonneau, il y avait d'autres boutiques, car cette grande rue, ou plutôt cette portion de rue, s'en allait jusqu'à une petite place qui était, sur laquelle se trouvait l'église de Saint-Sauveur, qui s'appelait la place Saint-Sauveur. Jusque-là, il y avait encore, pour aller là, une boutique de mercerie, un autre boulanger, une boutique d'épicerie encore, une autre boucherie, et le presbytère. Vous voudriez fumer, peut-être, non? Non, tout à l'heure. Je vais fumer je vais d'abord vous finir cette histoire de Carmin, et puis peut-être que je fumerai de pipe, parce que le soir commence à tomber, et à ce moment-là, les pipes sont toujours extrêmement bon goût, bonnes. Oui, extrêmement. Le tabac est très bon le soir. Quand surtout vous avez bien travaillé. Ben, je n'ai pas travaillé, je vous ai raconté simplement des histoires. Oui, mais avant que je ne sois arrivé, vous avez fait votre page. J'ai fait ma page comme tous les jours. Donc, revenons à Carmin, et revenons surtout à toute cette petite population dont je ne vous ai pas encore parlé, qui habitait au-dessus. Au-dessus, je vous ai dit qu'il y avait une petite mercerie. Dans cette petite mercerie habitaient deux femmes, la mère et la fille. C'était une petite famille qui avait perdu le père, le chef de famille, et qui vivait maintenant, la mère et la fille, en exploitant le petit magasin d'épicerie. La mère était un personnage moustachu, assez mal embouché, c'est-à-dire assez vieux manosquin, comme on dit en Angleterre, vieille église. Vous savez, c'était véritablement de la vieille souche manosquine, de ces femmes à barbe et à moustache qui avaient le parler vert et qui ne passaient absolument aucun péché à personne. Et la fille? La fille avait hérité, on doit le dire, de sa mère, une solide paire de moustaches. À part ça, elle était très belle, elle avait des traits réguliers, un peu aux masses, mais elle avait surtout un admirable corps et qu'elle portait fort bien. Et heureusement pour elle, parce qu'avec une paire de moustaches, je ne vois pas comment on peut être beau. On ne vous en déplaise, non? Non, elle n'était pas laide. On était habitués à ces moustaches. Ce qu'il faudrait que vous sentiez bien, n'est-ce pas, c'est que cette petite rue passionnée était malgré tout une rue d'amis. Nous étions tous amis. Tous les gens qui habitaient cette rue étaient amis, connaissaient tous les défauts des uns et des autres. On connaissait les défauts et les qualités. On savait sur quoi on pouvait compter, on savait sur quoi on ne pouvait pas compter. Et les moustaches, dans cette affaire-là, n'avaient pas une très grosse importance, parce que, au fond, pourquoi les femmes n'auraient-elles pas de moustaches? Je dois dire que dans l'appareil passionnel de la dame dont je vous parle, qui s'appelait, comment allons-nous l'appeler, celle-là, parce que je ne voudrais pas lui donner Hortense, son nom. Giono, ça lui irait si non, bien. Hortense, c'est Madame Libéra qui s'appelait Hortense, Ah, et mon c'est Dieu, son c'est vrai vrai. nom. Mon Dieu, c'est Et vrai. c'est son vrai Adélaïde, nom. si vous voulez. Eh bien non. Ça ne va pas. Ça ne va pas non plus. Comment? Je cherche un nom qui pourrait lui convenir. Delphine non plus. Delphine non plus, et Delphine pour moi, ça représente la vieille Madame Delphine, qui était à la fois notre propriétaire et la charmante petite dame que j'ai vue mourir entre les bras de ma mère. Je ne peux pas l'appeler Delphine. Et elle avait pourtant un nom qui était assez curieux, mais je ne veux pas le dire, appelons-la Victorine. Je crois que Victorine, ça la représente bien, car quand elle marchait dans la rue avec son admirable buste, à cette époque, on montrait ses avantages. Elle avait un air glorieux. On avait d'abord un corset
qu'on serrait très soigneusement, n'est-ce pas? Et on montrait ses avantages, et Victorine en avait de magnifiques. Elle montrait ses avantages, et quand elle marchait dans la rue, montant ou descendant en plein été avec des robes un peu claires, c'était vraiment un spectacle de victoire auquel, je dois dire, Carmin n'était pas tout à fait indifférent. Ah. Carmin a regardé son manège, se trouvait à ce moment-là à 7 ou 8 mètres en face de la petite mercerie. Il avait posé ses pieds bien à plat sur le trottoir, il avait posé son ventre bien d'aplomb sur le sommet de ses cuisses, et il restait là, un peu monolithique, regardant du haut de son espagnolisme toute cette petite rue provençale qui vivait sa petite vie. Mais ce qu'il fallait voir, c'était les yeux de Carmin. Carmin avait des yeux extraordinairement noirs, dans une ouverture assez petite, laissant à peine la place d'un peu de blanc bleu, dans lequel cet œil noir voyageait lentement, suivant les pas de Victorine, qui faisait la poule quand je dis poule, attention, elle faisait la poule de poulailler, n'est-ce pas? Elle faisait la poule bien d'un sûr. coq. Elle se pavanait comme une poule faisane, montrant ses belles formes devant mon brave Carmin, qui lui était très intéressé par ça. Dans la rue Grande, c'est Jusqu'à ça. quel point, oui, jusqu'à quel point il y eut des affaires personnelles et secrètes entre Carmin et Victorine, je ne crois pas qu'on puisse le savoir, et je ne crois pas qu'il y en ait eu de fort grave. Mais suffisamment, en tout cas, de manège pour que la vieille mère de Victorine ait pu donner libre cours à son envie de prononcer des mots très verts. Alors, il arrivait très souvent que, pendant que Victorine se promenait dans la rue, que Carmin regardait sans bouger ni le torse ni les jambes, rien que les yeux qui ni les bras, vivaient, ni la tête, mais en suivant simplement du regard cette femme qui se promenait devant lui. À ce moment-là, en face, la vieille mère venait se placer à peu près dans la même position que l'Espagnol, qu'elle imitait. Elle se carrait, elle aussi, et elle commençait à insulter avec une violence extraordinaire et sa fille, et l'Espagnol, et des quantités de choses qu'elle faisait rentrer dans cette espèce de véhémence de reproche. Et il y avait des témoins pour tout ça? Mais tout le monde, nous étions tous témoins. C'était magnifique, ça. Nous étions tous témoins, mais modestes et très prudents. On se faisait oublier pour bien en profiter. Personne ne levait le nez de son travail. Imaginez cette rue comportant du haut en bas des hommes et des femmes, les femmes assises sur les chaises, les hommes assis également sur les chaises, mais à l'envers, à la cavalière, Oui. avec les coudes appuyés sur le ça. dossier de la chaise, fumant qui la pipe, qui le cigare, qui la cigarette, et tout le monde occupé à soit rêver, soit travailler à un petit tricot ou à une petite dentelle. Plutôt des dentelles, on ne faisait pas beaucoup de tricot à ce moment-là. On faisait surtout des dentelles au crochet. Dentelles au crochet qui permettaient de faire des petites rosaces, des petites étoiles, des petites roses. C'était des dessous de vase, non? Mais oui, on alignait ces petites rosaces les unes à côté des autres, on les recousait avec du fil et on faisait ainsi ce qu'on appelait des dessus de lit. J'ai toujours entendu à ce moment-là les amis de ma mère passer en disant « Pauline, qu'est-ce que tu fais comme dessus de lit ?» Alors Pauline faisait des dessus de lit avec des étoiles, ou faisait des dessus de lit avec des rosaces, dessus de lit que j'avais ensuite sur mon lit ou que je voyais sur le lit de mes parents le soir. Alors vous voyez toute cette rue occupée à ses dessus de lit, si on peut dire, pendant que la mercière Invectivé, tant qu'elle pouvait. invectivait sa fille et son soi-disant bon ami, et leur faisait comprendre ce que c'est que le dessous de lit. Remarquez que Un vrai théâtre, dites. personne ne se troublait. La fille continuait à marcher en disant de temps en temps « Taizoti maire », ce qui Qu'est-ce veut que ça voulait dire? « Tais-toi, ma mère ». C'est tout. Et quant à l'espagnol, lui, Rien. il se trouvait suffisamment protégé, il ne bougeait pas. Il pouvait toujours prétendre qu'il n'avait jamais jeté un coup d'œil sur Victorine, puisque seule sa prunelle bougeait. Et sa prunelle, se disait-il en lui-même, avec son âme de charlequin, qui verra ma prunelle? Voilà, encore un bel extrait, effectivement, très, très, très drôle.
Et vous le voyez dans les souvenirs d'enfance, hein, de jeunesse, Manoskin, de Giono, se succèdent ainsi des anecdotes drôlatiques, celle du fantôme de la ferme de Valgas, qu'on évoquait tout à l'heure, le maçon qui bâtissait en biais, des faits divers burlesques ou tragiques, dont on retrouverait dans certains cas d'ailleurs la réalité, hein, dans la chronique Manoskin de l'époque. C'est le cas pour l'assassinat de l'ermite de Saint-Pancras. Des souvenirs familiaux de Giono, les vacances à Marseille avec le cousin Michel, le cocher qui l'emmenait se promener dans Marseille. Les grands-pères, le grand-père paternel Carbonaro piémontais, condamné à mort par contumace, le grand-père maternel qui était premier trombone auprès de l'empereur Napoléon III. Mais aussi, on va trouver des tableaux parfois un peu cruels des mœurs et de la faune de ce Manosque que Giono définit comme un petit bourg des Alpes dans lequel, je cite, « la bourgeoisie était en train d'organiser le spectacle de sa civilisation et de sa soi-disant grandeur ». Et là, nous sommes davantage dans l'esprit un peu caustique des chroniques de Giono, le Moulin de Pologne qui venait d'être publié en 1952, à peu près à l'époque donc de ses entretiens, mais aussi d'une veine satirique beaucoup plus ancienne. Je pense à ces fragments de jeunesse intitulés « Sur un galet de la mer », écrits très précocement, hein, dans les années, je pense, 25, 26. Hein, sont des extraits que Jacques Mény a retrouvés et édités. Et c'est en particulier le cas, dans cette veine caustique, d'une épicière dont vous avez entendu le nom tout à l'heure, une épicière piémontaise, Herménégilda, surnommée Tête de Pipe, dans la boutique de laquelle le petit Jean faisait à la fois ses premiers voyages immobiles. Vous vous souvenez de cet épisode, hein, du voyageur immobile qui respire les odeurs exotiques des denrées de cette épicerie invraisemblable. Et c'est, je pense, le dernier extrait que nous allons entendre, l'histoire de la rivalité de cette Herménégilde, nom imprononçable, avec sa voisine, une autre commerçante de la rue Grande, Madame Libera. Et l'histoire tragicomique de leur hostilité de voisine, je crois, mérite d'être écoutée maintenant. C'est le troisième extrait que je vous propose d'entendre. Bruno, s'il te plaît. Mais quel rapport, cher Giono, entre Madame Libera et cette Herménégilda surnommée Pipe dont vous me parliez la semaine dernière? Eh bien, Herménégilda avait un secret, car Herménégilda avait un fils. Elle était seule à le savoir avec mon père. Mon père, depuis plusieurs années, écrivait à l'administration pénitentiaire du royaume d'Italie, car le fils d'Herménégilda était en prison pour avoir tué 2 femmes, je crois. 2 ou 3. On ne savait pas exactement combien il en avait tué, mais il en avait tué 2 ou 3 dans un crime passionnel. Il était en prison. Mais où il les avait tués? À Rovigo. Il était allé à Rovigo pour faire la récolte du riz, et là, il avait tué 2 femmes, au moins 2, peut-être 3. Il avait fait 3 fois un malheur, en somme. Ah ben oui, il avait été malheureux. Herménégilde disait, mon fils a été malheureux. Et mon père écrivait pour essayer de faire comprendre à l'administration pénitentiaire d'Italie qu'à la fin de la peine de ce fils d'Herménégilde, on avait tout intérêt à lui permettre de revenir en France auprès de sa mère. Et il avait fini par avoir gain de cause. Et la peine du fils d'Herménégilde venant à la terminaison, un jour, on annonça l'arrivée de ce fils. Ça a dû être un grand jour, ça. C'était en effet un grand jour parce qu'on avait imaginé, dans cette grande rue dont je vous ai parlé depuis 2 ou 3 soirs, que ce personnage qui avait eu une grande aventure passionnelle qui s'était terminée par des assassinats, était une sorte de héros romantique qui allait arriver probablement avec de grands cheveux à la Chateaubriand ou avec un grand chapeau à la Garibaldi, avec une grande allure bien découplée, sortant par exemple du train ou de la diligence et marchant à grands pas jusque vers sa mère, une sorte d'assassin glorieux. Or, pas du tout. Ce qu'on vit arriver, c'était une espèce de grand dadais, simple, et un peu primaire, un peu attardé.
Il avait une barbe, non? Il n'avait pas de barbe, il était neutre. C'était un grand type neutre qui marchait mal, qui venait en rasant les murs, un peu encore habitué à la prison italienne dans laquelle il avait tourné lamentablement dans les cours pour faire sa petite promenade et qui s'éclipsa brusquement dans l'épicerie d'Herménégilda pour rester ensuite renfermé. Oui, alors on n'en a pas eu du tout pour son compte, dites en romantisme. Ça n'est qu'au bout d'un certain temps que le fils d'Herménégilda, qui s'appelait Achille, vint se placer devant la porte et regarda un peu la vie de la Grand-Rue. Et il était en face de la maison de Madame Libéra, et Madame Libéra prenait elle-même le frais devant sa porte, sur une chaise, faisant un petit tricot ou une petite dentelle, regardant, levant de temps en temps le regard au ras de ses bandeaux noirs lissés sur son front, regardant passer les gens et regardant surtout cette espèce de grand personnage qui était là, les mains dans les poches, sur la porte de l'épicerie, suçotant toujours un brin d'herbe et regardant un peu dans le vague. Que Madame Libéra, qui aimait la mort, ait pu supposer à un certain moment qu'il y avait peut-être un regard amoureux ou passionnel dans cette espèce de regard torve d'Achille, c'est fort possible. En tout cas, au bout d'un certain temps, elle prit l'habitude de considérer que ce personnage était un peu sa propriété. Mais si elle le considéra comme sa propriété, c'était pour lui donner cette forme romantique qu'on lui avait donnée quand on ne le connaissait pas. Et elle alla de boutique en boutique, notamment, je me souviens de l'avoir rencontré chez ma mère, de l'avoir écouté chez ma mère, dire, vous savez, le fils de Madame Herménégilda de Pipe, c'est un assassin. Dans l'esprit de Madame Libéra, le mot d'assassin n'était pas péjoratif du tout, au contraire. Un titre de gloire. C'était un titre de gloire, c'était glorieux. Elle se disait à elle-même, j'ai été remarquée par un assassin. Vous imaginez que pour une directrice du bazar, du Grand Bazar, c'était quelque chose de tout à fait faramineux, du Grand Bazar dans la Grand Rue. Cette pauvre Madame Libéra, qui était obligée de passer son temps et de se distraire aux enterrements, brusquement, être remarquée et être peut-être aimée par un assassin, pour elle, c'était une aventure extraordinaire. Mais la mère Herménégilda, la brave mère Pipe, trouvait que le mot d'assassin était quand même assez vite dit. Voyons, assassin, assassin. Pour un homme qui avait, somme toute, tué 3 femmes, c'était quand même peut-être beaucoup dire, assassin. Et alors, elle n'aimait pas du tout cette façon de faire. Et un beau jour, elle entra au soir, c'était un soir d'hiver, vers le moment où on allait sonner le salut. Le soir, justement l'hiver, on entendait sonner la grosse cloche du salut, une grosse cloche sombre qui donnait de grands coups d'abord, et puis après une petite cloche qu'on appelait Pauline, continuait à donner quelques petits coups qui sonnaient dans les rues, et c'était le moment du salut. Un peu avant, on commença à sonner le salut, Herménégilda, assise sur son 31, entra dans le bazar de Madame Libéra. C'était le soir, Madame Libéra était seule, et Herménégilde s'avança vers elle, avec cet air très piémonté, les lèvres un peu pincées, et lui dit, « Madame Herménégilde, je voudrais vous acheter une couronne mortuaire. » Madame Libéra vendait, comme il se doit, dans son bazar, des couronnes mortuaires. C'était encore à cette époque les énormes couronnes hideuses en perles noires et en perles blanches, faisant trait d'œil avec des espèces de rosaces violâtres sur lesquelles on mettait en lettres blanches qu'on enfilait que le marchand enfilait lui-même sur une petite tige de fer. On enfilait des lettres et on composait « Regrets éternels, à ma belle-mère bien-aimée », quelque chose de ce genre, « Bon père et bon époux », vous voyez ça. Oui. Madame Libéra, qui n'avait pas entendu sonner, lui dit « Mais qui est mort ?» Elle lui dit « Oh, quelqu'un qui nous tient de très près, mais je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, Madame Libéra, voulez-vous me vendre la plus belle couronne que vous avez chez vous ?» Alors, Madame Libéra, qui faisait quand même ses affaires, monta sur sa petite échelle et alla décrocher là-haut près du plafond une énorme bouée
mortuaire, n'est-ce pas, une espèce de ces bouées pour carons, formidable et violâtre. Elle l'a descendie, l'a mis sur son comptoir, et lui dit, ben voilà, c'est celle que j'ai de mieux, n'est-ce pas? Elle vaut très cher. Elle vaut très cher, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a coûté dans les 80 francs. Madame Libéra a sorti son porte-monnaie, aligna 4 louis d'or, et lui dit, voilà, je prends celle-là, elle me convient parfaitement. Voulez-vous lui mettre une inscription? Madame Libéra lui dit, mais à votre service, Madame Herménégilde, je suis tout à fait d'accord, je vais mettre une inscription. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et elle lui dit, mettez à Madame Hortense Libéra décédée. C'est effrayant, dites-moi. Là-dessus, on entendit pousser un énorme cri, et Madame Libéra s'évanouit. Oh. Mais Herménégilde n'avait pas fini son petit système. Elle marcha, à pas compter, jusqu'à la petite pièce de derrière dans laquelle se tenait M. Libéra en train de lire son journal. Elle toqua à la vitre et lui dit, « Monsieur Libéra, il est arrivé quelque chose à votre dame. » M. Libéra sortit, trouva Madame Libéra étendue derrière le comptoir. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il dit, mais je ne sais pas, lui dit Madame Herménégilde, elle a eu une faiblesse, elle est tombée en faiblesse, mais j'ai acheté une couronne et je voudrais bien qu'on finisse de me faire l'inscription. Oh, me dit M. Libéra, attendez, 2 secondes, portons-la dans la cuisine. Et alors, M. Libéra prit Mme Libéra par la tête, Herménégilde a pris Mme Libéra par les pieds, on porta Mme Libéra dans la cuisine, on l'étendit sur le divan, et on lui tapota un peu les joues, et comme elle commençait à pousser quelques petits soupirs de poule, M. Libéra lui dit, qui ne perdait pas le sens du commerce, dit à Herménégilde, rentrons au magasin, je vais vous faire l'inscription. Et lui, quelle inscription s'il vous plaît? Et Mme Herménégilde lui dit, à Madame Hortense Libéra décédée, et M. Libéra, sans piper mot, fit l'inscription, très bien, la présenta comme il faut, et lui dit, est-ce que ça vous plaît comme ça? Il était encore plus fort qu'elle, dites. Et Herménégilde lui dit, ça me plaît parfaitement. Elle prit la couronne sur son bras et elle sortit. Et désormais, elle installa cette couronne dans sa petite vitrine, à côté des fromages de Banon, à côté des petites poules écorchées qu'elle avait plumées, qu'elle avait là à vendre, à côté de ces petits sacs de poivre qui me faisaient voyager, comme je vous ai dit. Et cette couronne qui était en face, Madame Libéra, était toujours devant ses yeux. Et quant à Madame Herménégilde, elle continuait à en parler de Madame Libéra. Elle disait, ah, voyez-vous, je l'ai emportée comme une colombe dans mes bras. Et elle ajoutait, en ricanant d'un air sauvage, elle sent l'urine. C'est épouvantable, dites. Peut-être pas. Oh. Elle sauvait son fils, elle s'arrangeait pour sauver son fils. Mais c'était, je l'avoue, ce petit côté romantique et sauvage de la Grand-Rue telle que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire avec toutes ses passions. Là, il y avait le côté exotique qui apportait sa saveur. Mais noir, très noir. Exotique et noir. Voilà, ce dernier extrait que je voulais vous faire entendre et qui, vous le voyez, méritait quand même qu'on s'y attarde parce qu'il nous présente un autre tableau de Manosque et sans doute Giono règle-t-il aussi des comptes à ce moment-là avec sa ville natale. Je voudrais conclure en vous sensibilisant au fait que ces conversations, même si pour certains des propos qu'on vient d'entendre sont absolument nouveaux et nous ne les avons entendus ni lus nulle part dans l'œuvre de Giono, toutefois, elles n'avaient pas grand-chose d'improvisé, ces conversations. Et nous avons été très, très surpris, Jacques Mény et moi-même, en éditant les carnets de travail de Giono, de retrouver à cette même date, dans le carnet de travail de Giono, des pages entières dans lesquelles Giono prépare en fait déjà ces entretiens avec des listes de noms. On y retrouve certains des noms qu'on vient d'évoquer. Et puis, bien évidemment, parmi d'autres éléments rapportés, je n'en ai pas parlé beaucoup ici parce que, d'une part, vous connaissez ces œuvres, il y a certains de ces entretiens qui, en fait, sont la reprise de textes que Giono
était en train d'écrire ou allait écrire. Et je voudrais simplement insister sur deux d'entre eux. Il y a d'abord l'histoire de ce monsieur Jules, qui n'est autre que l'histoire de la dame à la calèche, que l'on va retrouver donc dans un autre texte, très beau texte de Giono intitulé « Une aventure où la foudre est le sommet ». Il s'agit donc d'un ami de Giono, imaginez sans doute, un certain monsieur Jules, polytechnicien, qui à l'occasion d'un voyage d'affaires en Italie, eh bien, tombe sous le charme d'une créature qui va lui voler sa belle voiture et le laisser malgré tout devenir un peu bovariste finalement, hein. Malgré cette mésaventure, eh bien, Jules aura été transformé par l'Italie, cette Italie si chère au cœur de Giono, cette Italie romantique. Et pour nous donner un aperçu de la métamorphose de monsieur Jules, Giono a une métaphore une comparaison extraordinaire. Il dit que ce qui est arrivé à Jules, finalement, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans les abattoirs de Chicago. Il entre un cochon et il sort une saucisse. Eh bien, la comparaison est assez savoureuse. Et puis, bien sûr, il y a un autre récit sur lequel je ne m'appesantirai pas parce que vous le connaissez, mais il s'agit ici d'une version tout à fait originale. Il s'agit en fait bien de l'histoire des deux frères dont auxquels les trois premiers entretiens sont consacrés, et c'est-à-dire plus d'une heure de conversation, et qui n'est autre qu'une version orale de Deux cavaliers de l'orage. Et c'est très surprenant de lire une version un peu plus triviale, un peu plus populaire. Effectivement, il ne s'agit plus des frères Jason, mais ils sont nommés ici les frères Bijoux. L'aîné est rebaptisé, mais Moncadet reste le même. L'aîné de Marceau devient Hubert, je crois, et Moncadet reste le même. Et il va leur arriver exactement la même chose, c'est-à-dire l'histoire d'une lutte fratricide pour la conquête de la force. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est de voir que Giono, qui à aucun moment ne parle de Deux cavaliers de l'orage, bien évidemment, hein, qui est une œuvre qui est pour l'instant encore un peu tabou pour lui, effectivement, va tester devant son interlocutrice ce récit, en imaginer enfin une sorte de dénouement qui sera le dénouement définitif. Parce que dans la version qui avait été publiée en 1942 en feuilleton dans la Gerbe, eh bien, le dénouement était un petit peu différent. C'était une bataille mortelle entre les deux frères. Et là, eh bien, le dénouement tragique est beaucoup plus violent encore, puisque l'aîné va éventrer son frère à coups de serpe. Et c'est ce dénouement que Giono imagine sous les yeux sans doute ébahis, ou les oreilles ébahies de Taos Amrouche, comme s'il avait finalement eu besoin de roder une nouvelle version. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Je considère que finalement, cette version de l'histoire des deux frères est un petit peu le chaînon manquant, qui manque entre la version de 1942 et celle qui sera publiée en 1965, la version tout à fait définitive. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que devant Taos, Giono, qui se prétendait anti-intellectuel, va commenter ce qui est arrivé. Et il va le commenter en des termes très très étonnants, des termes très très précis, des termes analytiques même, en parlant notamment pour ces deux frères d'appareils de séduction, par exemple. Il va parler également de narcissisme, des mots finalement du registre analytique et psychologique qu'il n'emploie pas, bien évidemment, ce qui montre à quel point il était effectivement conscient d'être lui aussi un profond connaisseur et un profond analyste de l'âme humaine et de ses ténèbres. C'est sur ce point que je voulais terminer en vous disant à la fois le plaisir, mais aussi les difficultés que j'ai prises à la transcription de ces entretiens. D'une part, parce que, bien évidemment, il s'agissait de respecter, dans une transcription quasi diplomatique, l'esprit et la lettre des propos des intervenants, et y compris ceux de Taos Amrouche, en même temps d'en restituer, si possible, la vie, et en modifiant ce qui devait l'être en termes de syntaxe, quelquefois un petit peu boiteuse. C'est le propre de l'oral, vous le savez. En tout cas, le plaisir a été à la hauteur des difficultés pour cette transcription,
et j'espère vous l'avoir fait partager ce matin. Il y aurait bien sûr d'autres extraits à vous faire entendre. J'en avais prévu un dernier autour de la Nini, mais je ne veux pas abuser de votre attention et il est déjà 11h30. Je crois qu'il est temps de vous céder la parole. Alors le dernier extrait, si vous voulez. Et il est 11h30, on a tout le temps, hein, donc on va conclure sur l'extrait, voilà. Un extrait consacré à la Nini, la grand-mère donc d'Élise Giono. Il s'agit d'un passage dans lequel Giono, à la fin de ses entretiens, nous explique un petit peu l'art de bien vieillir et aussi l'art d'être heureux. C'est un Giono moraliste, très différent de celui que nous venons d'entendre, mais vous allez quand même retrouver cette veine très, très ironique dans le personnage de la Nini. Quand tu veux, Bruno, s'il te plaît. Giono, j'en suis à me demander... En somme, vous nous avez raconté là des joies de petit enfant et vous nous parlez d'une aptitude à jouir de tous les instants et à profiter et à savoir faire son bonheur. Mais vous étiez encore une fois un tout petit garçon. Croyez-vous que cette faculté avec l'âge ne s'émousse pas? J'entends toujours autour de moi des gens dire si je pouvais revenir à tel âge, si je pouvais, si j'avais 20 ans de moins, si j'avais 40 ans de moins. Non. Moi, je ne me pose jamais cette question. Moi, je suis extrêmement heureux à l'âge où je suis. Je ne retournerai pas, même de 6 mois en arrière. Je suis très bien. Au contraire, j'aime aller comme ça en avant, vers cet admirable repos que sera la mort, qui est admirable, qui ne me fait pas peur. Je ferai peut-être comme tout le monde au moment précis où elle se présentera, c'est-à-dire que je mettrai mes mains sur la tête et je pousserai un grand cri. Mais pour l'instant, elle ne me fait pas peur. Et cependant, vous aimez la vie. Mais j'adore la vie, et c'est précisément pour ça que je trouve que c'est une terminaison logique et que c'est parfait. Mais voyez-vous, il n'y a qu'un moyen de faire supporter la vieillesse, disait Stendhal, c'est la gloire et une âme ardente. Alors, elle vaut peut-être mieux que la jeunesse, disait-il. Eh bien, moi, la gloire, non, n'en parlons pas. Parlons pas de gloire. Parlons simplement d'âme, même pas ardente. J'ai vu vieillir autour de moi. J'ai vécu souvent et de longues périodes de ma vie avec des gens âgés. Il n'y a encore pas très longtemps que ma femme me disait « Il nous manque maintenant une personne âgée à la maison. » C'est la Nini au moins. Non, mais une personne âgée en général. J'ai eu ma mère, que nous avons vu vieillir, il y a eu la mère d'Élise, et il y a eu la grand-mère d'Élise, qui était la Nini précisément. La grand-mère d'Élise est morte à 103 ans. Lorsqu'elle avait 99 ans, elle avait eu un accident et elle s'était cassé le col du fémur. C'est l'accident qui arrive généralement aux vieillards. Et ça ne pardonne pas en général? Eh bien oui, généralement ça ne pardonne pas. Elle avait 99 ans, le docteur était venu, nous avions transporté cette malheureuse Nini sur une civière jusqu'à l'hôpital de Manosque. Et elle était là, couchée dans son lit, le docteur vint me voir. Elle me dit, vous savez quand même, c'était le docteur de la famille qui nous connaissait tous, qui la connaissait elle aussi. Elle m'a dit, vous savez, à cet âge-là, 99 ans, le col du fémur, très vraisemblablement, elle ne verra pas la Noël. C'était en novembre, à ce moment-là. Je lui dis, écoutez, laissez-la tranquille, qu'elle ne souffre pas. L'important, c'est qu'elle ne souffre pas, ce qu'elle va souffrir. Il me dit, non, au bout d'un jour ou deux, la douleur va s'apaiser, puis après, il n'y aura plus de douleur du tout, elle sera seulement impotente. Mais je vous dis, à la Noël, certainement, elle sera morte. Or, elle a vécu encore 3 ans. Elle a vécu encore 3 ans, et au bout de 10 jours, elle a commencé, quand la douleur a été finie, elle a commencé à jeter autour d'elle de petits regards inquisiteurs et malins. C'était une adorable vieille personne. Oh, comme une fleur. C'était une femme charmante. Mais en même temps, c'était une femme qui était belle et qui portait sur elle les radiations de la beauté. Pour une femme aussi âgée qu'elle, elle avait des très lisse, une peau très lisse, avec à peine quelques rides, un joli petit nez et des yeux extrêmement malins. Ces petits yeux malins regardaient par exemple l'infirmier qui tournait autour d'elle et surtout s'était posé sur l'aumônier qui était venu lui rendre quelques petites visites et qui venait de temps en temps lui dire « Alors grand-mère, et vous pensez un peu à Dieu, grand-mère ?»« Oh oui, lui disait Nini, oh bien sûr. » Oh, je pense beaucoup à Dieu. Et là-dessus, en pointant un peu ses yeux, elle le regardait, elle lui disait, vous savez que vous êtes un bel homme, vous.
Eh oui, lui disait l'aumônier un peu gêné, en effet, je suis un bel homme, mais il faut penser à Dieu. Je pense à Dieu, disait la Nini, je ne pense même qu'à Dieu, mais pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Enfin, ça continuait comme ça, et elle lui disait, vous avez privé une femme de beaucoup de bonheur. Et alors là-dessus, le curé rentrait chez lui et ne disait plus rien. Mais il y avait également des petites sœurs qui faisaient le service, des petites sœurs charmantes qui venaient nettoyer la Nini, lui mettre du linge propre, la pomponner, lui placer sa petite coiffe. Et généralement, elle disait à la petite sœur, elle lui disait, ah, ma sœur, votre mari a les mains très douces. Mais lui disait la sœur, je ne sais plus quel mari. Mais la Nini désignait ainsi l'infirmier qui était avec la sœur et qui la soignait. Mais elle lui disait la sœur, ça n'est pas mon mari. Ah, c'est pas votre mari? Quel dommage. Et la sœur lui disait, mais Nini, mais grand-mère, je suis mariée avec Dieu. Ah, bougre, disait la Nini. Ah, mariée avec Dieu. Eh bien, vous ne vous mouchez pas du coude, vous. Elle lui disait, mariée avec Dieu. Enfin, voilà, c'est la fin de cette extrait. Avouez qu'il aurait été dommage de ne pas vous le faire entendre pour mettre aussi cette bonne humeur. Avec le portrait de la Nini, fait par un peintre manosquin, qui est dans la collection du Pareil, dans la collection de l'association Pareil, et dont il y a une réplique qu'il faudrait retrouver, parce qu'on la trouve, je ne sais pas où elle est, un grand tableau qui était à la mairie, qui était dans la salle des illustres, et il doit être dans une réserve, mais voilà, c'est le même, mais en très grand. Voilà la Nini. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci Christian. Et à votre disposition. Et merci à Giono de nous avoir fait rire.